Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une situation qui interpelle vraiment, celle de la Tanzanie. On a longtemps perçu ce pays comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Est, vous savez, la terre de Julius Nyerere, de son idéal Lujama. Mhm. Mais voilà, les nouvelles récentes parlent plutôt d'une nation en flammes. Le pays traverse une crise politique sociale aussi très profonde. C'est vrai. Pour essayer de comprendre, on s'est appuyé sur une analyse assez détaillée, la descente de la Tanzanie, de l'Ujama de Nyerere au trouble Sousoulou. L'objectif, c'est de voir ensemble comment ce pays, autrefois un peu exemplaire, en est arrivé là. On va regarder les événements récents, bien sûr, mais aussi essayer de remonter un peu le fil, voir les racines du problème. Et pour commencer, l'urgence. La situation actuelle est décrite comme explosive. C'est tout à fait ça. Le point de départ de cette crise très aiguë, ce sont vraiment les élections générales du 29 octobre 2025. Et depuis cette date, le pays vit une vague de violence politique comme on n'en avait pas vu depuis longtemps là-bas. Ah oui, oui. Oui, la tension est palpable. Surtout dans les grandes villes, Dar es Salaam, Mwanza et aussi à Zanzibar, qui a toujours eu une dynamique un peu particulière. Et qu'est-ce qui nourrit cette colère? Principalement des accusations massives de fraude électorale. L'opposition, mais aussi une bonne partie de la population, est persuadée que les dés étaient pipés, que tout a été fait pour maintenir la présidente, Samia Suluhu Hassan, au pouvoir. D'accord. Et au milieu de tout ça, il y a une question tragique, le bilan humain des affrontements. Les chiffres, là, divergent énormément. L'opposition parle de, tenez-vous bien, près de 700 morts. 700, c'est énorme. C'est énorme. Le gouvernement ne mit ni en bloc, il parle d'incidents isolés et qualifie ces chiffres d'exagération grossière. Très difficile d'avoir une information fiable et indépendante pour le moment. On imagine. Et il y a eu un symbole très fort de cette tension. C'était la prestation de serment de la présidente, le 3 novembre. Normalement, c'est une fête populaire, vous voyez? Oui, bien sûr. Là, ça s'est passé sur un site militaire à Dodoma, la capitale administrative. Zéro public. Une présence militaire écrasante, des contrôles partout. L'image était saisissante. Ça contrastait vraiment avec les célébrations habituelles. D'après les témoignages, Dar es Salaam et Dodoma, ce jour-là, c'était des villes mortes. Une image forte, effectivement, qui semble très loin de l'héritage tanzanien qu'on a en tête. Pour comprendre ce basculement, il faut sans doute revenir un peu en arrière. L'ombre de Julius Nyerere, le Mwalimu, le père de l'indépendance, elle est toujours là, non? Son idée phare, c'était l'Ujama. Vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est? Oui, l'Ujama, c'est un concept clé. On traduit souvent par socialisme africain ou communalisme. L'idée de base, qui est née dans l'enthousiasme des indépendances dans les années 60, c'était de bâtir la nation sur la communauté, la solidarité, l'autosuffisance. Et surtout, une unité nationale très forte, au-delà des ethnies, des religions. Nyerere voulait à tout prix éviter les divisions qui ont ravagé d'autres pays. Et ça a plutôt bien marché au début, non? On a longtemps vu la Tanzanie comme une exception, justement, pour cette stabilité, cette unité relative. Absolument, cet idéal a vraiment servi de ciment pendant des décennies. Ça a permis au pays d'éviter pas mal de conflits internes. Mais l'analyse qu'on a lue souligne aussi que ce modèle très idéaliste au départ s'est quand même heurté à des difficultés économiques. Et puis, il s'est un peu usé avec le temps. Les structures politiques sont devenues aussi plus rigides. D'accord. Et c'est dans ce contexte, disons, d'un Nujama un peu fatigué qu'arrive John Pombe Magufuli en 2015. Et son discours, c'était quoi? Justement, c'était de raviver cet esprit de Nyerere, mais à sa façon, avec une poigne de fer. Ah oui, Magufuli, le fameux bulldozer. L'analyse rappelle bien ces actions qui ont marqué sa vie. Cette lutte très affichée contre la corruption des fonctionnaires, les grands chantiers d'infrastructure, cette volonté de remettre de l'ordre, et puis surtout cette renégociation très très médiatisée des contrats miniers. Exactement. Il s'est vraiment positionné comme l'homme qui allait défendre les intérêts tanzaniens face aux grandes compagnies empreintes, qui allait faire en sorte que les richesses du pays profitent enfin au peuple. Et ce discours très nationaliste, très direct, homme d'action, ça a plu. Ça a trouvé un écho fort dans une partie de la population qui était un peu lasse de l'inertie, de la corruption. Il incarnait un retour à la discipline, à la fierté nationale. Une popularité certaine au début donc. Mais l'analyse pointe aussi très vite une phase beaucoup plus sombre de ce style de leadership. Oui, tellement. La version officielle, c'est une crise cardiaque. Mais bon, l'absence d'enquête indépendante a laissé planer quelques doutes, même si notre source ne s'attarde pas dessus. Sa mort, ça a été un choc énorme dans le pays.
Parce que malgré cette dérive autoritaire, il restait populaire pour une partie des Tanzaniens, qui voyaient vraiment en lui un défenseur de la nation. Et c'est là qu'entre en scène Samia Suluhu Hassan. Elle est investie présidente à peine 2 jours après la mort de Magufuli. C'est un moment historique, hein. Première femme présidente en Tanzanie et même en Afrique de l'Est. Elle était sa vice-présidente, elle sortait un peu de son ombre. L'analyse décrit son parcours comme une ascension plutôt discrète, mais constante, depuis Zanzibar, et son arrivée a soulevé un immense espoir de changement. C'est ça. L'analyse parle d'un vrai virage au début. Tout à fait. Les premiers mois, c'était vraiment des signaux d'ouverture très forts. Elle a adopté un ton beaucoup plus apaisé, elle a appelé au dialogue, elle a fait libérer des prisonniers politiques connus, elle a levé l'interdiction de certains médias, elle a même rencontré des leaders de l'opposition. Franchement, ces gestes ont été très bien reçus, autant en Tanzanie qu'à l'étranger. On a vraiment cru qu'une nouvelle page se tournait. Mais alors, qu'est-ce qui a coincé? Pourquoi cet espoir semble si loin aujourd'hui? L'analyse suggère que la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait. C'est là que l'analyse devient, je trouve, particulièrement pertinente. Elle avance l'idée que Samia Suluhu Hassan, elle n'a pas juste hérité d'une fonction présidentielle, elle a hérité d'un système. Un système? Oui, un système politique dominé de A à Z par le parti historique, le Chamacha Mapinduzi, le CCM. Ce parti est au pouvoir depuis l'indépendance, ça fait presque 60 ans. D'accord. Et ce système? Et au sein de ce parti-État, d'après ce que dit le texte source, l'idéologie de Nyerere, l'unité, la solidarité, eh bien, elle se serait vidée de son sens, remplacée par une logique beaucoup plus dure, conserver le pouvoir à tout prix, contrôler les ressources économiques. Le vrai pouvoir, il ne serait plus tant dans les élections que dans les réseaux d'influence au sein du parti, des services de sécurité et de certains cercles d'affaires très proches du régime. Donc l'analyse la présente un peu comme prise au piège, entre ses intentions de réforme et la pression de cet énorme appareil. C'est exactement ça, le dilemme qui est mis en avant. Elle se serait retrouvée coincée. D'un côté, il fallait donner des gages d'ouverture pour calmer le jeu, regagner la confiance internationale. De l'autre, il y avait les exigences de la vieille garde du CCM, qui n'avait aucune envie de lâcher le contrôle. Pour elle, composer avec ce système, c'était presque une question de survie politique. Sinon, elle risquait d'être marginalisée, voire pire. Et on a vu les suites. L'analyse décrit un durcissement qui revient, mais progressivement, dès 2022, les arrestations de militants, d'opposants, ça recommence. Et ça semble s'accélérer après. Oui. L'année 2024 est présentée comme un vrai tournant. Il y a eu cet épisode assez marquant d'arrestations massives, plus de 500 interpellations en une seule journée. C'est énorme. Oui. Et puis, il y a cette décision très politique d'écarter l'opposant Tundu Lissu. C'est une figure majeure de la contestation, hein. Il était revenu d'exil après avoir survécu à une tentative d'assassinat sous Magufuli. Eh bien, on l'écarte sous prétexte qu'il refuse de signer un code de bonne conduite que le pouvoir a pondu. L'analyse parle aussi de méthodes plus inquiétantes encore. Les manifestations quasi systématiquement interdites et même des disparitions de militants. On cite le cas d'Ali Mohamed Kibao et plus de 80 autres personnes dont les familles seraient sans nouvelles. Franchement, ça fait froid dans le dos. Absolument. Et face à ce retour en force de la répression, l'analyse note qu'il y a différentes manières de lire les choses. Certains observateurs ont dit que les critiques contre Samia Suluhu, c'était en partie parce que c'est une femme au pouvoir. Une sorte de misogynie ambiante dans un milieu politique très masculin. C'est une hypothèse qui est mentionnée, oui, mais l'analyse qu'on utilise, elle, semble plutôt aller dans une autre direction, n'est-ce pas? Effectivement, l'analyse principale sur laquelle on se base, tout en disant que la question du genre peut jouer un rôle, elle tend plutôt à conclure que le problème de fond, ce n'est pas tant le genre de la dirigeante, c'est plutôt la nature même du pouvoir en Tanzanie, la logique interne de ce système CCM. Ce système, qui s'est construit sur le parti unique, puis qui s'est adapté au multipartisme de façade, il aurait une tendance structurelle quasi automatique à écraser la contestation pour garder le contrôle. Et ça, peu importe qui est à sa tête, homme ou femme. Et tout ça, ça nous mène à l'explosion de 2025. L'analyse identifie un déclic précis en octobre. Oui, un incident à la frontière avec le Kenya. Apparemment, une tentative ratée d'arrêter un leader de l'opposition qui essayait de quitter le pays. Et cet événement aurait été vu comme une preuve de plus de la dérive répressive. D'accord. Mais la vraie étincelle, selon le texte, c'est la diffusion quasi immédiate d'une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit un officier de l'armée, un capitaine Tacha, qui prend la parole. Il dénonce la corruption au sommet de l'État et surtout, il appelle ses collègues militaires à sauver la nation.
Venant d'un militaire, cet appel a eu un impact considérable. On imagine les faits. Et les conséquences ont été directes, hein. Directe et massive. La colère qui montait depuis des mois a littéralement explosé dans les rues. Les manifestations, qui étaient plutôt contenues jusque-là, se sont multipliées et elles sont devenues beaucoup plus intenses. Ça a créé un climat de tension extrême juste avant les élections prévues fin octobre. Et c'est dans ce climat-là que se tiennent les élections, non? C'est dans cette atmosphère quasi insurrectionnelle, oui, que se tiennent les élections du 29 octobre. Le résultat officiel tombe, Samia Suluhu Hassan est réélu avec un score écrasant, 98% des voix. Un score qui, vu le contexte, paraît complètement surréaliste pour l'opposition et pour beaucoup d'observateurs. 98%. Oui, sans surprise, l'opposition crie immédiatement à la fraude massive. Elle dénonce une mascarade électorale, elle rappelle que ses principaux candidats avaient été empêchés de se présenter de toute façon, et elle appelle la population à la désobéissance civile, à la résistance. Et c'est là que tout dérape. Et c'est cet appel qui a mis le feu aux poudres, oui. Ça a déclenché la vague de violence post-électorale dont on parlait au tout début, avec ce bilan humain terrible et toujours contesté. Presque 700 morts selon les opposants, des incidents isolés pour le gouvernement. La situation est toujours extrêmement tendue. Le tableau que brosse l'analyse est donc très sombre. On est loin, très loin de l'image un peu idéalisée de la Tanzanie stable, unie. L'article dit que pour beaucoup de citoyens, c'est un pays où règne maintenant la peur et le silence. Le rêve de Nyerere semble s'être brisé. C'est un peu la conclusion amère qui se dégage de cette trajectoire, oui. De l'idéalisme post-indépendance de Nyerere, on passe au tournant autoritaire de Magufuli, puis à cette crise actuelle sous Suluhu. Le pouvoir a changé de visage, de style, c'est vrai, mais sa logique profonde, celle du contrôle à tout prix, de la centralisation, de la répression face à la contestation, cette logique semble non seulement toujours là, mais elle se serait même renforcée, d'après l'analyse. L'idéal de l'Ujamaa, cette ambition d'unité nationale, on a l'impression qu'il s'est complètement dissous. Rongé par une corruption devenue systémique et par une violence d'État qui n'ose plus dire son nom. C'est terrible. Et l'analyse suggère que cette descente tanzanienne, elle a une portée qui va au-delà des frontières du pays. Elle montre de manière assez brutale comment l'exercice du pouvoir, surtout dans des systèmes qui sont peu ou pas démocratiques, peut finir par broyer les personnes qui le détiennent, quelles que soient leurs intentions de départ ou même leur genre. Il y a une phrase assez forte dans le texte. La tyrannie n'a ni visage ni genre. Les promesses d'ouverture, même si elles sont sincères au début, peuvent voler en éclats quand le système se sent menacé. Donc, pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, en suivant cette analyse de la descente de la Tanzanie, on a vu comment ce pays partit d'un grand espoir postcolonial avec Nyerere, avec une phase d'autoritarisme nationaliste dur sous Magufuli, puis une tentative d'ouverture sous Suluhu, qui semble avoir été rattrapée et finalement écrasée par les logiques profondes d'un système politique verrouillé, ce qui mène à la crise violente d'aujourd'hui. C'est une histoire assez glaçante sur la fragilité des idéaux face aux réalités du pouvoir. C'est une lecture assez juste de l'analyse, oui. Mais pour ne pas finir sur une note complètement noire, le texte source se termine sur une observation qui fait réfléchir. Il note que, malgré tout, malgré la répression, la peur, la désillusion, il y a encore des voix qui s'élèvent. Il y a des gens, notamment dans les rues de Dar es Salaam, qui disent encore croire que cet esprit originel de l'Ujamaa, cette promesse de solidarité, de justice, d'unité, n'est pas complètement mort. Qu'il pourrait peut-être renaître un jour, sous une forme plus forte, plus libre et plus juste. Une lueur d'espoir malgré tout. Une lueur ou peut-être une question en suspens. Et ça nous laisse avec une interrogation pour continuer à penser. Face à la dureté du système actuel, face au poids de cette histoire récente, avec tant de violence, tant de désillusion, est-ce que cette flamme d'espoir, cette référence toujours présente à l'idéal perdu de l'Ujamaa, est-ce qu'elle a une vraie chance de survivre ? Est-ce qu'elle peut nourrir un changement réel? Ou bien est-ce que ce n'est plus qu'un souvenir un peu nostalgique, destiné à s'éteindre face à la logique implacable du pouvoir tel qu'elle s'exerce aujourd'hui en Tanzanie? C'est la question qui reste ouverte.